fait. Hugo, de votre côté, vos parents n'ont pas été harcelés? Alors moi, donc, non, enfin, en tout cas pas que j'ai pu en parler en tout cas avec eux. De ce que je sache, ils n'ont pas été harcelés à l'école. En tout cas, c'est vrai que sur la génération précédente et les générations d'avant, en tout cas, je crois qu'on employait, comme on disait tout à l'heure, plutôt les termes de chamaillerie, de bousculade. Par contre, moi, j'aimerais rebondir sur deux sujets qui ont pu être évoqués. Et je crois qu'il faut avoir en tête les enfants aujourd'hui et sur les générations à venir, et d'autant plus parce qu'ils sont exposés à une surinformation avec les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Il faut les pousser à s'exprimer. Et s'exprimer, alors bien sûr, par l'écrit, par l'oral, mais aussi par des passions, qu'elles soient artistiques ou sportives. Nous, c'est ce qu'on prône au sein de l'association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant, il a besoin de trouver un lieu d'expression autre que l'école, en complément de l'école, et d'autant plus quand on est un enfant harcelé. Et cette passion, alors qu'elle se pratique tout seul, comme le piano par exemple, ou d'autres pratiques, ou en collectif, comme le sport, comme le théâtre, etc., eh bien, ça permet à l'enfant de retrouver aussi un lien de sociabilité qu'il peut construire dans un groupe. Parce qu'au final, à l'école, au collège et au lycée, c'est aussi cette notion et ces compétences de sociabilisation qu'on développe. Et quand on n'a pas la possibilité de les développer, eh bien, c'est là que ça crée au long terme des conséquences. Et le deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de la formation. On parlait de la formation des professeurs, on parlait de la formation du corps éducatif, donc en surveillant, CPE, etc. Mais il y a aussi des personnes à former qu'on a oubliées, j'ai envie de dire, un petit peu dans la raquette. Ce sont tous ces agents territoriaux, les agents de cantine, les agents de nettoyage, de sécurité, qui sont là au contact des jeunes. Ils les voient tous les jours. Et aussi bien moi que d'autres jeunes qu'on reçoit à l'association, moi je crois que ces jeunes-là, eh bien, ils ont un contact qui existe. Parce que typiquement, à la fin du repas à la cantine, quand il peut y avoir souvent des chamailleries en classe ou à la cantine, eh bien, un enfant va avoir de la facilité à lui parler à cet agent de cantine parce que c'est un autre contact. Eh bien, ces agents, il faut aussi les former parce qu'il faut les préparer à recueillir la parole d'un jeune et à faire remonter l'information. Parce que c'est ça la clé de la lutte contre le harcèlement à l'école. Oui. Je voudrais juste terminer comme ça. C'est vraiment l'information. On le voit bien à chaque fois. Ce qui manque, c'est la communication entre les professeurs, le corps enseignant, les surveillants, les agents territoriaux. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir former toutes ces personnes-là. On parle aussi des professionnels de santé qu'on a oubliés dans la raquette parce que un médecin en consultation, il peut détecter le harcèlement scolaire chez un jeune parce qu'il va avoir un regard complémentaire. Tous ces professionnels-là ont été oubliés jusqu'à présent et il faut qu'on s'arme davantage autour de la question et donc former davantage. Dans ce rapport de Erwan Balanant, il est question de la formation des professeurs, des adultes, des parents aussi. On va dans quelques semaines nous dévoiler un dispositif inédit justement pour pouvoir former plus et aller plus loin par rapport à cette question de la formation, et y compris des parents. On va proposer un dispositif gratuit, on aura l'occasion de le détailler, mais c'est vrai que c'est essentiel la formation parce que c'est ce qui permettra d'anticiper davantage le harcèlement scolaire. Alors, peut-être que je n'utiliserai pas toujours le terme formation, mais peut-être déjà, par exemple, pour les parents, déjà une étape de sensibilisation, qui va être une première étape pour donner l'envie éventuellement d'être formé à certains. Mais vous avez tout à fait raison, et je renforce ce que vous avez dit sur tous ces personnels qui ne sont pas en première ligne apparente et qui sont si importants dans beaucoup d'autres domaines de la santé. J'ai toujours prôné le fait qu'il fallait s'en soucier, de les sensibiliser, parce que c'est eux qui souvent vont repérer les choses. Les enfants et les adolescents vont souvent exprimer ce qui les occupe le plus à ceux dont ce n'est pas le métier premier, plutôt qu'à ceux dont c'est le métier. Et donc il faut que ces personnes de première ligne, d'une certaine manière, soient sensibilisées suffisamment au fait de pouvoir accueillir des paroles de ces jeunes pour pouvoir ensuite les mettre en lien avec les professionnels qui, eux, sont dédiés pour les accompagner. Donc ça, je soutiens tout à fait cette idée-là, qu'il ne faut pas se cantonner au métier auquel on pense forcément tout de suite. Je reviens à vous, Jérémy. Dans votre parcours, est-ce que justement vous avez trouvé une activité échappatoire qui vous a permis de vous construire autrement ? Alors oui, tardivement, mais c'était plutôt dans l'adolescence. Donc un peu plus tard dans mon adolescence, mon harcèlement s'est arrêté vers mes 13-14 ans et ça a vraiment été vers mes 16-17 ans que j'ai commencé à m'évader de cette manière. Ça a été l'écriture, tout simplement.
Écrire, d'accord. Voilà, j'écrivais au début des nouvelles, des histoires qui n'avaient pas forcément de rapport avec le harcèlement. C'était plus des histoires basées sur le fantastique, ce genre de choses, mais le personnage principal avait toujours le même profil. D'ailleurs, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps mes anciennes histoires, et effectivement, je m'en suis rendu compte, le personnage principal avait toujours le même profil. C'était un personnage qui était mis à l'écart dans sa scolarité, qui était même, les gens s'en moquaient, qui se faisait harceler en fait à proprement parler, hein, de manière relativement tempérée bien sûr vu que c'était une histoire, mais grosso modo j'identifiais mon histoire à ce personnage-là. Et ça, je trouve que c'est très important, cette mise en récit, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans mon jargon la sublimation, c'est-à-dire de transformer ce qui nous occupe douloureusement en une activité qui, culturellement ou socialement, va être valorisée, va être utile et va servir à communiquer et à partager ce que l'on éprouve. Ça, c'est un élément important. Il est évident que là, vous avez trouvé une voie qui ne conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport au fait que pour le harcelé, victime, tout se réduit à ce moment-là, sa vie se réduit au périmètre scolaire à éviter ou dans lequel il se trouve vraiment terrorisé, et que dès lors qu'il y a d'autres périmètres qui s'ouvrent, d'autres zones d'investissement qui s'ouvrent, il n'est pas prisonnier de cet univers dont il ne voit pas comment il va pouvoir s'en échapper. Et je trouve d'ouvrir, c'est au fond ouvrir le champ des possibles. Alors tout le monde ne le peut pas quand on est trop sidéré par ce que l'on vit, hein. Il va falloir une petite aide pour pouvoir se décoller de cet espace dans lequel on est enfermé par les harceleurs et par la situation scolaire imposée, hein. Alors, le sport et les arts sont effectivement deux outils extraordinaires qui permettent à l'enfant de s'exprimer à travers le théâtre, l'écriture, le chant même. Sont des moyens pour lui de poser devant lui une souffrance qu'il porte à l'intérieur. Et de développer, au fond, d'extérioriser une agressivité qu'il a à l'égard de ceux qui l'agressent, qui ne se transforme pas en harcèlement que lui-même occasionnerait chez les autres. Absolument. Hugo, c'est ce que vous faites avec votre association ? C'est exactement ça. Nous, en fait, les jeunes, on a par ce vecteur-là, qui est la passion, au-delà même de la pratique, c'est vraiment une passion. Souvent, ces jeunes-là, toute l'énergie négative qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, ils la transforment en passion artistique, sportive, encore une fois. Et c'est ce qui leur permet aussi de se reconnecter au monde, en fait. C'est-à-dire que dans cet espace-là, qui est unique, qui est à un moment T et dans un espace défini, eh bien, ils reprennent confiance en eux. C'est-à-dire que c'est le seul moment dans la semaine où on ne va pas les juger pour leurs différences, pour les mettre dans des stigmatisations. Ou alors par rapport à une valeur positive. Là, voilà. Ils vont être reconnus comme valables. C'est ça, et c'est exactement ça. Et cet espace-là, il est unique. Et nous, dans l'accompagnement qu'on a, c'est d'abord de pouvoir permettre aux jeunes d'identifier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas trouvé de passion, qui n'ont pas trouvé de moyens d'expression. Donc ça, c'est déjà une première étape, et on le fait avec la famille, parce que c'est aussi avec la famille qu'on accompagne le jeune dans cette identification. Et puis après, on accompagne la famille dans le fait que le jeune puisse pratiquer régulièrement, alors dans la mesure du possible, chaque semaine en tout cas, cette activité. Alors, c'est pas simple pour toutes les activités. Parfois, il s'agit d'une licence sportive, des fois de s'équiper, etc. Mais on essaie en tout cas de mettre en œuvre les moyens qu'il faut pour y arriver. Et il y a une deuxième chose sur laquelle j'aimerais aussi aborder la chose, c'est aussi la question au final de l'accompagnement qu'il y a aussi derrière thérapeutique. C'est-à-dire que aujourd'hui, un enfant qui est victime de harcèlement à l'école, au collège ou au lycée, il a besoin aussi, au-delà de tout ce qu'on va mettre en place, d'être accompagné d'un point de vue psychologique. On ne peut pas se reconstruire seul face à un torrent de l'importance d'être suivi par un pédopsychiatre. Mais ou pas forcément pédopsychiatre, ça peut être psychologue. Hein, mais, et ça, c'est un des éléments qui a été récemment mis en place, c'est-à-dire la possibilité, parce qu'il y a un aspect financier qui empêchera certains de recourir à ces aides, qu'il a été mis en place, la possibilité d'avoir un certain nombre de séances prises en charge pour rencontrer un psychologue. Hein, et ça, c'est un élément nouveau qui est très important. Et moi, j'aimerais rebondir sur une chose, c'est qu'on pense souvent
la dimension psy, donc psychologue, psychiatre, etc. Mais il faut penser aussi plus large. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressort régulièrement, ce sont les troubles du comportement alimentaire, généralement en conséquence du harcèlement scolaire. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est l'une des typologies de conséquences qu'on peut observer. Et là, il faut faire... Oui. Non, c'est pour ça que... Non, ça peut être même l'inverse. Alors, troubles du comportement alimentaire, ça ne veut pas dire forcément dans l'obésité, ça peut être aussi déjà dans l'anorexie. Et j'ai pas dit dans tous les cas, c'est dans une certaine typologie de cas. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qu'on connaît. Et donc là, il faut faire appel à d'autres professionnels, d'autres thérapeutes comme des diététiciens, des nutritionnistes. Ça peut être aussi... Mais Patrice, pour des parents justement qui veulent avoir accès à ce que vous disiez à l'instant, la possibilité d'avoir des séances avec un psychologue, pédopsychiatre, il faut passer par le médecin traitant ? Ah, non, pas forcément. Aller directement en prenant rendez-vous Non, il y a un certain nombre d'étapes à respecter pour, par exemple, obtenir la possibilité d'avoir des séances gratuites. Alors, quelles sont ces étapes ? Il faut passer d'abord en général par la santé scolaire et pour qu'il y ait validation de l'opportunité de ces consultations. Je ne sais pas où ce mécanisme maintenant, où il en est exactement dans sa mise en place. Peut-être que... Il a été comment ? Il a été en fait depuis maintenant 2018. Oui. Ce dispositif n'est plus. Alors voilà, ça ce serait vraiment un point à remettre en route. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que nous on prône aussi, et c'est l'une des recommandations alors qui est abordée au tout début, mais qu'on veut pousser plus loin. Nous on aimerait mettre en place, instaurer au même titre qu'il y a des parcours de soins comme on appelle donc dans la sécurité sociale pour les maladies chroniques, les maladies d'affectation à longue durée. Oui, pour y avoir la même chose. Un parcours de soins, puisque maintenant le harcèlement scolaire, je l'espère, va être reconnu pénalement. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur, à partir du moment où il y a reconnaissance de harcèlement scolaire, que ça puisse activer ce parcours de soins pour les victimes et la famille, parce qu'on a oublié une chose aussi, qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer, mais c'est aussi la question c'est-à-dire des parents, mais aussi de la fratrie, par exemple, aussi, des conséquences sur la famille élargie, j'ai envie de dire. Et là, Oui, mais en attendant que, et on appelle ça de nos voeux, que ces mécanismes puissent être remis en place, il existe déjà dès aujourd'hui des possibilités de consultation prises en charge. Les CMP, les CMPP, les CAPP, etc., qui sont des dispositifs qui permettent une prise en charge de ces jeunes et de leur famille. D'ailleurs, pour les gens qui nous contactent, il y a évidemment un site et un téléphone pour pouvoir justement parler, avoir accès à des professionnels. Donc il y a le site officiel de l'Éducation nationale qui est non au harcèlement tout attaché, donc www.non-au-harcèlement.education.gouv.fr. Et puis il y a également un numéro vert qui est non harcèlement, le 3020, qui permet du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h à pouvoir justement parler de harcèlement, trouver des réponses aux questions que tous les parents et les enseignants pourraient se poser. Et puis il y a les écoles des parents et des éducateurs qui fonctionnent quasiment dans chaque département avec une fédération nationale qui est là pour aider les parents dans la résolution des questions qu'ils se posent. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Hugo, nous allons devoir vous laisser. Je voudrais vraiment pouvoir donner les coordonnées de votre association. www.asso-du6 Hugo, le prénom, hugo.fr. Et en faisant appel à votre association, donc, vous avez fait un site qui est très bien fait d'ailleurs. Je recommande à tous nos auditeurs d'aller dessus. On peut vous contacter facilement et de par votre expérience et le combat que vous menez, vous pouvez aider des familles effectivement à régler à trouver des solutions à cette problématique du harcèlement scolaire. Merci d'avoir été avec nous, Hugo. Avec plaisir. Bonne route à vous.